Merci, monsieur le modérateur, madame la présidente, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, bonjour. Donc, on va rester toujours dans l'endoscopie pour vous parler de la place de l'endoscopie bariatrique dans la prise en charge de l'obésité et du syndrome métabolique. Donc, l'importance de l'endoscopie bariatrique est liée essentiellement à la pandémie de l'obésité. Donc, c'est une pandémie mondiale. Deux pathologies vont survenir à l'avant-plan dès qu'on parle de cette pandémie, qui sont le diabète type 2 et la NAFLD ou la MAFLD ou la MASH communément appelée ces derniers temps. Donc l'obésité a triplé depuis 1975. C'est une véritable pandémie mondiale. Elle ne touche pas uniquement les pays développés, elle touche également les pays de l'hémisphère sud. L'Algérie en fait partie. Donc il faut savoir que plus de 40% de la population mondiale est actuellement en surpoids, donc avec un BMI qui dépasse les 25 kg par mètre carré. Quelle est la place de cette endoscopie bariatrique dans la prise en charge de cette obésité? Donc il a sa place surtout chez des sujets qui ne sont pas chirurgicaux, mais dans l'avenir proche va aussi prendre sa place chez des patients chirurgicaux. En termes de structuration, donc on a d'abord les moyens, les règles hygiéno-diététiques et les traitements médicaux, surtout les analogues du GLP-1. Et l'endoscopie prendra sa place juste après ces traitements, car c'est un traitement qui est moins invasif, qui a pratiquement les mêmes résultats que la chirurgie bariatrique, avec des complications qui sont beaucoup moins fréquentes. Après, en troisième lieu, on a la chirurgie avec son efficacité qu'on va pas c'est-à-dire dénigrer, mais aussi il faut parler des complications qui sont liées à ces techniques. Donc la chirurgie bariatrique, qui est d'abord au départ été utilisée pour réduire le poids, donc pour l'obésité, on s'est rapidement rendu compte que cette diminution de poids liée à cette chirurgie bariatrique a un effet sur l'insulinorésistance, en réduisant cette insulinorésistance, donc en ayant un effet bénéfique, que ce soit sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, sur la MAFLD aussi. Donc je vous rappelle ici sur le petit tableau les indications de la chirurgie bariatrique. Donc il est indiqué dans l'obésité sévère contre le BMI entre 35 et 40 quand il est associé à une morbidité, et dans les obésités massives quand le BMI est supérieur à 40. Donc le concept d'endoscopie bariatrique est venu s'imposer rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est moins invasive et c'est une technique qui permet à la fois de reproduire c'est-à-dire ce que fait la chirurgie bariatrique avec moins de complications et moins d'effets, d'événements indésirables. Donc, si on résume cette endoscopie bariatrique, donc elle est répartie en trois catégories. Donc, la première catégorie, c'est les techniques qui visent à occuper de l'espace, donc occupation de l'espace de l'estomac, présentée essentiellement par les ballons intragastriques. La deuxième catégorie de techniques, c'est les méthodes restrictives qui visent à réduire le volume de l'estomac, surtout par les techniques de suture, donc généralement l'endosylif gastrique, endoscopique. Et la troisième technique, c'est les techniques malabsorptives qui visent à diminuer l'absorption intestinale. On a deux techniques, c'est la technique de resurfacing duodénal et la deuxième technique qui est le bypass intestinal. On va revoir ces différentes techniques en détail. Donc, que disent les recommandations internationales? Donc, la SGE recommande l'endoscopie bariatrique chez les patients qui ont un BMI supérieur à 35 kg par mètre carré. Et l'objectif de cette endoscopie bariatrique, pour dire que c'est une technique qui est intéressante et qui est rentable, c'est d'avoir une diminution de l'excès de poids supérieur à 25% ou une diminution du poids total de plus de 51% et avec des effets secondaires, des événements indésirables inférieurs à 5%. On peut utiliser cette technique chez des patients qui sont c'est-à-dire qui présentent une obésité moins morbide quand le BMI est entre 30 et 50 et 35. Donc pourquoi l'endoscopie bariatrique je ne vais pas dire que c'est un concurrent de la chirurgie, mais peut-être un complément de la chirurgie bariatrique, car elle peut reproduire tout ce que peut faire la chirurgie bariatrique. C'est ce qui a été résumé dans ces différents tableaux. Donc chirurgie
bariatrique permet une exclusion de la majeure partie de l'estomac, un ralentissement dans la vidange gastrique, un apport en nutriments diminué à l'intestin grêle, une exclusion du duodénum et des jugénomes proximales, une diminution de l'arrivée des sécrétions biliopancréatiques dans l'intestin en les voyant arriver un peu distalement, ce qui réduit l'absorption. Donc les différentes techniques, à savoir l'endosilive gastrique, le bypass intestinal, l'association de l'endosilive et le bypass permettent de reproduire pratiquement tous ces effets bénéfiques qui les font placer au même titre que la chirurgie bariatrique. Donc on va commencer par la première catégorie de ces techniques bariatriques, qui est la technique la plus simple et la plus pratiquée par les endoscopistes, qui est la méthode d'occupation de l'espace en utilisant des ballons intragastriques. Elle a été introduite la première fois en 1980 et depuis 1980, il y avait plus de 60 brevets qui ont été déposés. Donc on a pratiquement utilisé et testé les différents types de technologies pour produire ces ballons. Donc on a des ballons à eau, on a des ballons gonflés avec de l'air, on a des ballons qui sont utilisés pendant 6 mois, il y a des ballons qui vont être gardés pendant 1 an. La quantité de liquide ou de l'air qui va être mise dans le ballon diffère en fonction des différents brevets. L'indication a été réduite donc à 27-35 kg par mètre carré. La nouveauté, c'est l'introduction d'un ballon gastrique sans pratique d'endoscopie digestive. C'est une simple gélule qui va être ingérée, suivie par radioscopie et par intelligence artificielle, sera gonflée et sera éliminée une fois le bénéfice escompté est retrouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contre-indications, comme tout geste endoscopique, qu'il faudra respecter pour éviter les complications. Donc il faut éliminer toute pathologie gastrique, il faut éliminer l'hypertension portale, il faut éliminer faut être sûr qu'il n'y avait pas de chirurgie gastrique antérieure en pratiquant une endoscopie au préalable, chirurgie abdominale, un traitement, s'il y a des traitements particuliers en cours, et surtout, il ne faut pas oublier les patients qui ont des traitements psychiatriques. Il y a aussi les femmes enceintes. Donc une fois toutes ces contre-indications éliminées, le geste en lui-même est très facile, et ce qui peut-être posera problème, c'est quand on va retirer ce ballon, c'est là où il faut prendre plus de précautions, parce que le risque, c'est quand le ballon se déchire, et si on ne fait pas, d'ailleurs c'est une contre-indication, donc le malade doit être fait obligatoirement sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale pour éviter une probable inhalation. Mais sinon, pour la peau, c'est un geste qui est très facile. Donc, que dit la littérature par rapport à son efficacité? Donc, je vous ai rapporté cette méta-analyse des différents essais contrôlés randomisés qui a colligé plus de 2000 cas. Donc, on a une réduction de poids, de l'excès de poids de plus de 25%, donc 27,4%. Le problème, c'est que l'effet rebond est très rapide. Dès qu'on enlève le ballon, il y a un effet rebond, il y a une reprise de poids, raison pour laquelle la haute autorité de santé française c'est-à-dire ne l'a pas retenu dans l'arsenal thérapeutique c'est-à-dire de l'obésité. Et probablement, d'ailleurs, il y a certains auteurs qui préconisent de placer un autre ballon juste après pour essayer de maintenir un effet plus périn. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que placer un ballon sans prise en charge holistique, multidisciplinaire, avec une prise en charge nutritionnelle essentielle et changement des règles hygiéniques et diététiques, ça n'a aucun sens. Donc le plus important, c'est de maintenir un certain cap pour éviter cet effet rebond une fois le ballon retiré. La deuxième technique, qui est les techniques qui visent à réduire cette cavité, le volume de cette cavité gastrique, c'est ce qui est appelé communément les méthodes restrictives. Donc on a 3 types de procédures. Donc la première procédure, c'est la procédure mise en place par Apollo on the Surgery américaine. Donc c'est le dispositif Overstitch. C'est-à-dire cette marque a été rachetée récemment, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, par Boston Scientific, et actuellement est disponible en Algérie, heureusement pour les patients. Donc la deuxième technique, c'est la technique Endomina, qui a pratiquement le même principe, on va y revenir dans les vidéos, et c'est un dispositif qui a été mis en place par l'équipe de Jacques Devière en collaboration avec On2Tool. C'est une
boîte belge. Et enfin, on a la procédure américaine qui est moins connue dans le monde car il est pratiquement utilisé qu'aux États-Unis d'Amérique. C'est le système POS qui a pratiquement le même principe et l'objectif c'est toujours de réduire le volume de l'estomac. Donc on va commencer par l'overstitch. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'overstitch. Il y a le TM et le SX. La différence c'est que le premier ne peut être utilisé qu'avec un endoscope à double canal et le deuxième c'est un dispositif qui peut être utilisé avec un endoscope simple canal. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un double canal. Donc le principe c'est comme les sutures endoscopiques. Donc il faut prendre la paroi abdominale dans toute sa totalité, donc toute son intégralité, c'est-à-dire toutes les parois de l'estomac, la tirer entre les dents de l'aiguille et faire une suture et rapprocher les berges. C'est comme la chirurgie. Par contre, dans la gastroslive elle-même, le principe est de réduire l'estomac en commençant de l'antre et remontant vers le fundus. Donc, comme vous voyez dans cette vidéo en bas, donc avant de commencer, il y a certains auteurs qui préfèrent de réaliser des points de marquage pour mettre les points. Après, il faut aller en antérieur-postérieur pour aller mettre des points et rapprocher les parois de l'estomac. Donc le principe est simple, sa réalisation est un peu plus compliquée car il faut bien coordonner avec l'assistant, qui est l'infirmier qui est avec vous, et c'est lui qui va tirer déjà la paroi entre les dents de l'aiguille et réaliser les différentes séquences de suture et de section du fil. Donc une fois la technique faite, donc en commençant de l'antre vers le fundus, donc on aura un estomac complètement tubulisé avec une diminution c'est-à-dire du diamètre et du volume de l'estomac car une grande partie a été suturée. La deuxième technique, c'est l'endomina. La différence entre cette technique et la première technique, c'est que la première technique, c'est une technique qui se fait en collaboration entre l'opérateur, c'est-à-dire l'endoscopiste et son assistant. Cette deuxième technique, c'est l'opérateur qui fait pratiquement toutes les étapes. Et c'est une technique, je trouve, moi, personnellement, beaucoup plus compliquée que la précédente. Le principe est toujours le même. Donc, prendre des sutures de l'antre en remontant vers le fundus. C'est un dispositif qui sera mis sur l'endoscope avec le même principe, une lix ou une pince avec de gros bras qui va essayer de retirer, de mettre la paroi gastrique entre les deux berges du dispositif de suture. Après, on réalise des sutures de part et d'autre pour permettre de réduire le volume de l'estomac. On peut réaliser jusqu'à une dizaine, voire il y a certains qui utilisent jusqu'à 14, 15 sutures. Et ça dépend de la taille de la taille et du volume de l'estomac. Et toujours au final, on se retrouve avec un endoscope, avec un estomac qui est réduit de volume et qui devient en définitive complètement tubulisé. Et ça réduit le volume de l'estomac. La troisième technique, c'est la technique américaine, donc c'est la technique POS, la procédure POS. Le principe ici, c'est de mettre des sutures, mais c'est des sutures séparées. Donc on va pas prendre tout l'estomac de l'antre vers le fundus, mais prendre des sutures perpendiculaires et horizontales pour réduire à la fois le volume, plutôt la hauteur de l'estomac et le diamètre de l'estomac. Donc le principe il est aussi simple. Donc prendre la paroi dans son intégralité, réaliser des sutures en diminuant c'est-à-dire la superficie de l'estomac. Ces différents boutons vont être réalisés de bas en haut et au final on retrouvera un estomac qui est complètement réduit, c'est ça le résultat final. Donc mettons pratiquement 14 à 16 points de suture. Et l'estomac au final va devenir plus petit et plus court et moins volumineux. Maintenant, on va parler des résultats liés à cette technique de restrictive. Donc, ce travail
contrôlé randomisé qui a comparé changement règle hygiéno-diététique versus gastro-salivo-endoscopique chez 71 patients. Donc, le bénéfice en termes de réduction de poids, c'est-à-dire de l'excès de poids, est de 38,6% versus 13,4% pour les règles hygiéno-diététiques, avec aucune complication sévère en dehors des petits événements indésirables. Donc, en termes de gains, il n'y a pas photo. Ces deux méta-analyses qui ont colligé pratiquement pour chacune plus près de 2000 patients avaient retrouvé les mêmes résultats, que ce soit en termes de réduction de poids à 6 mois, à 12 mois, même à 24 mois, avec des événements indésirables pratiquement négligeables, sans effet indésirable sévère, à savoir sans mortalité ni de complications sévères. Après, le problème, on s'est dit, oui, il y a un bénéfice en termes de perte de poids à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, mais est-ce que cette perte de poids va être pérenne comme le cas de la chirurgie? Donc ce travail qui a analysé cette perte de poids après 5 ans, donc on garde toujours un bénéfice en termes de perte de poids, il est à 15,9% et toujours pas de mortalité et pas de complications sévères. Après, on a comparé chirurgie versus gastro-salivo-endoscopique. Là, en termes de perte de poids, c'est la chirurgie qui l'emporte, mais en termes c'est-à-dire en termes de complications et d'événements indésirables, c'est l'endoscopie bariatrique qui remporte la gastro-sleeve avec un taux de complications de 2,7% versus 9 voire 16,9% en fonction des études. Maintenant, je vais vous parler d'un autre système qui a pratiquement le même principe, mais c'est un système qui ne se fait qu'aux États-Unis d'Amérique, qui est là même approuvé par l'FDA. Et c'est un système qui ressemble pratiquement à une gastrostomie d'alimentation. Donc, c'est une sonde de gastrostomie qu'on met dans l'estomac, et le patient, après avoir pris un repas, 20 minutes après, il va faire un siphonnage pour réduire, c'est-à-dire pour diminuer le volume ingéré, c'est-à-dire il va se retrouver en fin de repas à perdre pratiquement un tiers du repas ingéré. Quelques études ont analysé ce travail, c'est des petites séries, il y a une qui a colligé plus de 100 patients, et le bénéfice, il est intéressant, mais ça reste un geste qui est disons, barbare, quoi. Après, le problème, est-ce qu'il y a un maintien de cette perte de poids? C'est évident qu'il n'y a pas un maintien de cette perte de poids, car une fois la sonde enlevée, la reprise de poids va être rapide. Maintenant, on va passer à la troisième technique, d'endoscopie bariatrique, qui est la technique de malabsorptive. Donc on va commencer par l'endoscopie mucosal resurfacing, donc le resurfacing duodénal. Le principe est simple, c'est d'injecter du liquide en sous-muqueux et d'essayer de brûler la muqueuse duodénale pour diminuer l'absorption sur les premiers centimètres du duodénum. C'est un dispositif dédié à cette technique qui s'appelle Revita. C'est un dispositif de deuxième génération. Il y a même d'autres dispositifs qui ont été introduits. Donc le principe est d'aller injecter en sous-cutané, en sous-muqueux, pour éviter que l'effet thermique ne dépasse pas la paroi et pour éviter la perforation. Après, il y a une abrasion et un effet thermique sur la paroi qui va entraîner une brûlure de la muqueuse duodénale sur pratiquement les premiers 10 cm, réduisant ainsi le volume absorbé, donc en entraînant une malabsorption induite. Donc au final, on va se retrouver avec un duodénum qui est complètement détruit, donc la muqueuse est complètement détruite, donc il n'y a pas d'absorption qui va se faire à ce niveau. La deuxième technique malabsorptive, c'est la technique du bypass. Le principe, il est simple, mais la réalisation, elle est très compliquée, qui nécessite une expertise très avancée en endoscopie. Donc, elle consiste à aller créer un tunnel, c'est-à-dire un passage de l'estomac vers l'intestin grêle, prendre l'intestin grêle,
Comment reconnaître cet intestin grêlien à des produits lumineux qui vont être, un signal lumineux qui va être émis à l'aide d'une échoendoscopie ou d'un endoscope avec une prothèse d'apposition luminale, on va mettre en contact le jéjunum avec la paroi gastrique. Donc l'objectif est d'aller permettre aux aliments de passer directement vers le jéjunum distal sans qu'il y ait un passage sur le duodénum et la partie proximale du jéjunum, ce qui réduira la quantité d'aliments ingérés. Donc le principe est le suivant. Donc, aller retirer l'anse jéjunale, créer un tunnel entre l'anse jéjunale et l'estomac, et aller aussi, en fin de procédure, fermer le pylore sur certaines procédures, donc fermer le pylore par une prothèse dite prothèse d'apposition luminale twistée, donc qui ne va pas permettre aux aliments de passer vers la partie intestinale. Donc il y aura un passage directement vers le jéjunum distal. Donc les aliments, quand ils vont descendre, vont aller directement vers le court-circuit. Donc, y a-t-il des résultats? Oui, il y a des résultats. Surtout, là, je vais parler des résultats sur l'effet métabolique, dont on a constaté une réduction de l'insulinórésistance. Même chose pour la fibrose, même chose pour la stéatose. Les procédures malabsorptives aussi ont permis une réduction, que ce soit de l'effet métabolique et de l'effet sur l'obésité. Pareil pour le bypass intestinal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une branche ou c'est une technique qui est en perpétuel développement. Il y a beaucoup de devices, beaucoup d'instruments qui ont été développés ces dernières années qui ont permis de faciliter mieux cette technique. Donc en conclusion, je dirais que c'est des procédures safe, surtout pour la pose de ballon et la gastrosalive, beaucoup plus compliqué pour la bypass intestinale. Leur efficacité est certaine sur la perte de poids. C'est une perte de poids qui peut être pérenne. Ils améliorent les comorbidités associées à l'obésité, surtout le diabète, la MASH et les comorbidités cardiovasculaires. L'efficacité de l'endoscopie bariatrique est toujours en cours d'évaluation, surtout en termes d'effet sur le métabolisme. Néanmoins, toute cette prise en charge bariatrique doit être suivie et accompagnée, voire précédée par une prise en charge holistique nutritionnelle qui permettra de garder un effet pérenne de cette endoscopie bariatrique. Et je vous remercie. Merci, professeur Amanou, de nous avoir éclairé ces nouvelles techniques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, docteur Bouradouma. Merci infiniment Khalef pour cet excellent exposé. Donc d'après votre lecture Khalef, donc à quoi est dû l'échec de l'endosleeve endoscopique? Pourquoi il y a, c'est-à-dire il y a des résultats meilleurs de la chirurgie versus endosleeve endoscopique? La deuxième question, c'est j'ai vu sur des papiers qu'il y a la possibilité de mettre 2 ballons. On met un ballon après 1 mois ou 2 mois pour les gens hors, c'est-à-dire pour un BMI plus de 35. Quel est ton avis dans ce sens? La troisième, on fait beaucoup de ballons intragastriques. Personnellement, c'est une remarque. Donc la prise en charge nutritionnelle, c'est très 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 important. L'idéal, c'est qu'on commence par des règles hygiéno-diététiques d'abord, puis après 1 mois ou 2 mois, on peut proposer telle ou telle technique. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Donc, la prise en charge nutritionnelle multidisciplinaire est